Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Marc-Antoine, le fondateur de Mobility Work. Avant de vous parler un tout petit peu de Mobility et de ce qu'on fait, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de la boîte, parce qu'elle est assez marrante. En fait, il y a quelques années, je travaillais dans une fonderie du 44 qui s'appelle FMGC, et j'étais en apprentissage maintenance, et j'avais pour mission en fait de mettre en place un logiciel de GMAO. Donc, alors comme tout bon étudiant, du coup, j'ai fait mon cahier des charges. J'ai vu tous les différents éditeurs. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer parce que nous avons Carl qui est là-bas, nous avons Coswin, D-Moment, SAP, enfin tout l'ensemble des éditeurs. Alors, je précise que je n'ai rien contre Carl ou les éditeurs parce que je sais que je suis un peu assassin des fois dans mes phrases, mais je le précise quand même. Et donc, on a vu, voilà, j'ai vu tout un ensemble d'éditeurs donc pendant plus d'1 an. Et en fait, j'ai fait, je crois, la plus belle erreur de ma jeune carrière, c'est-à-dire que j'ai acheté Coswin. Donc, ouais, mais pour moi, Carl Coswin, ça se ressemble quand même. Donc, alors justement, en parlant si on veut parler de ça, avant de vous parler de l'histoire, ce qui était assez intéressant quand même à l'époque où on avait vu tous les éditeurs, c'est que les présentations donc se succédaient et qu'en fait, déjà, tous se ressemblaient plus ou moins. On était toujours dans les mêmes fonctionnements avec toujours cette idée de voilà, il vous faut un cahier des charges, on va vous faire de la formation, on va paramétrer votre système. Enfin, et tous au final étaient à peu près dans la même fourchette. Donc bon, c'était assez similaire. Donc on a choisi Coswin parce qu'en plus à l'époque il y avait la vieille version de Coswin qui était installée dans le groupe industriel où j'étais. Donc voilà. Et en plus la personne qui était chez Coswin, qui nous a fait ça, est maintenant chez Carl, je crois. Je crois que c'est. On en reparlera peut-être en off, mais voilà, ça fait partie du truc. Donc du coup, voilà, donc on l'a acheté, on dit super, on a une GMAO, donc je peux vous donner à peu près la fourchette de prix, hein, c'était dans l'ordre de 50 kg € pour le site, donc qui comprenait la formation, l'installation, le paramétrage, enfin tout ce qui était associé. Et on a mis plus d'1 an à le paramétrer. Donc voilà, on a créé nos nomenclatures, on a créé tout ce qu'il fallait, on a fait nos diagrammes avec les super photos, enfin voilà, c'était vraiment une super année que j'ai passée. Et en fait, au bout d'1 an, quand on a voulu ça en prod, voilà, il n'y a rien qu'à fonctionner. C'est-à-dire que les gens voulaient pas l'utiliser. Alors je pense qu'il y avait donc il y avait plusieurs chocs. Le premier, il était culturel, hein, c'est-à-dire que déjà, même avant de parler de GMAO ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ne sont pas forcément ouverts à l'informatique. Donc déjà, ça c'est un premier frein, un premier levier, première chose qu'il faut réussir à enlever. Et potentiellement, après, voilà, les gens pouvaient voir aussi ça rapidement comme des systèmes de flicage. C'est genre, voilà, je rentre des heures, pourquoi faire. Et comme à l'époque, les expériences utilisateurs n'étaient pas forcément très bonnes, et je ne suis pas sûr qu'elles le soient toujours encore aujourd'hui sur les éditeurs de solutions industrielles, en fait, les gens rentrent des données dans un système très difficile à utiliser et n'en retirent pas grand-chose en fait. Et c'est-à-dire qu'on est là en train de vous parler, de dire ah oui, tu vas pouvoir faire des plans de maintenance, etc., etc. Mais déjà, l'information du quotidien, vous ne l'avez pas en fait. Donc voilà, donc on a essayé donc de le déployer, donc ça n'a pas très bien marché sur l'usine, mais comme le groupe industriel où j'étais, voilà, s'est dit on va essayer en même temps de le déployer sur d'autres usines. Alors là, ça a été le carnage le plus total. C'est-à-dire que là, c'était avant sur l'autre usine, on arrivait à avoir quelques utilisateurs, dans les autres sites, c'était même pas la peine. Alors en fait, les problèmes les plus qu'on rencontrait, c'était assez marrant. C'était il fallait installer des softs sur votre application. Il fallait des choses comme Java. Si vous n'avez pas la dernière version de Java, ça marchait pas. Les serveurs, même si c'était en local, c'était du web, mais c'était pas du web aussi. Enfin, et le truc qui est complètement déconnant, c'est que vous dites, imaginez si LinkedIn ou Le Beau Coin étaient sur le même mode de fonctionnement que ça, mais c'est imbitable, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est compliqué, quoi. Donc du coup, on a essayé de le déployer, donc ça n'a pas marché. Et là, je me suis dit, putain, merde, comment je vais faire? Je viens de faire acheter un logiciel de GMAO à tout un groupe industriel. Ça marche pas du tout. Donc j'ai deux cas. Soit je me dis, ok, je reste sur mon truc et j'essaye de me battre avec les gens pour réussir à faire ce qu'il faut. Alors forcément, entre-temps, j'ai appelé le support et le support me disait, oui, mais on va bientôt faire une version 7.4.6.3 avec un patch correctif. Enfin, ok, vous pourrez passer aussi avec tel truc, avec des smartphones, mais il n'y a pas d'appli, mais il faudra installer un serveur et tout. Enfin, vous imaginez dans une fonderie qui n'a pas forcément un très grand service informatique, on est tous ravis de savoir qu'il fallait reparamétrer tout ce qu'il faut derrière. Et je me suis dit, putain, c'est quand même con, parce que tous les jours, en fait, on utilise notre téléphone pour aller des choses comme sur Facebook, Le Bon Coin. Et dans la vie d'entreprise, on est totalement éloigné de ça, en fait.
Donc je me suis dit, la première idée en fait c'est de faire une appli maintenance mobile, mais c'est pas une idée en fait. Pourquoi? Parce que vous mettez juste une techno sur une idée, et c'est un peu ce que font aujourd'hui les éditeurs, c'est-à-dire que vous parlez de mobile, de lunettes connectées, ce que vous voulez, mais au final c'est que du hardware en fait. Et ça c'est pas une innovation, puisqu'en fait il suffit que tous les 6 mois le hardware évolue, et c'est pas vraiment une évolution. Et donc du coup, ce qui était la deuxième idée, en fait, c'était de faire un réseau social de la maintenance. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où j'étais, je me suis aperçu que voilà, quand t'es emmerdé, il y a peut-être quelqu'un à 20 km qui a la pièce de rechange qui peut te dépanner, en fait. Et, ou alors tu fais appel à un fournisseur depuis 30 ans, et il existe un fournisseur qui est moins cher, qui habite à côté de chez toi, et qui peut-être répare le four de la même manière, et peut-être mieux. Donc là, on était en 2014, donc voilà. Donc j'ai levé des fonds auprès d'un groupe industriel et on a commencé du coup, alors pendant un an du coup j'étais formé sur tout ce qui était start-up, digitalisation, agilité, etc. Parce que le but c'était quand même d'essayer de faire un truc qui soit cool et sympa, mais en interne, hein. C'était pas forcément à la base le but de créer une boîte, c'était plus de créer une applicatif. Donc on a commencé à la première ligne de code de Mobility Work le 1er avril 2015. Donc là, ce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure, c'est que ça fait déjà 4 ans, donc ça tourne quand même. Et au mois de mai, on a commencé avec une première version, c'est-à-dire une version où on pouvait juste rentrer des équipements et des opérations, rien de paramétrage, vraiment un truc tout simple. Et on a commencé à le déployer dans l'usine où j'avais fait acheter du coup Coswin. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas formé les gens et qu'au bout d'une semaine, en fait, les gens commençaient à l'utiliser et à se connecter tout seuls le soir de chez eux en fait. Donc imaginez les gars de maintenance qui avaient l'impression de se faire fliquer, qui voulaient pas utiliser de GMAO, qui se connectent de chez eux. Donc là on s'est dit ah ouais c'est cool, il commence à se passer quelque chose. Donc on a toujours en même mode, en fonctionnement agile, continué de développer l'application par rapport aux utilisateurs. Du coup on a fait le groupe Farinia qui représentait 9 usines en juillet 2015. Et en fait, en un mois, l'ensemble du groupe est basculé. Donc tout le monde de la même manière. Hein. Je suis arrivé, je leur ai monté en 30 minutes rapidement quand ça marchait. Je suis parti et après ils l'utilisaient. Et les gens commençaient à se connecter et surtout à échanger des infos en fait. C'est-à-dire que les gens commençaient à regarder, tiens là-bas ils ont telle pièce, là-bas ils ont tel four. Enfin, c'est assez intéressant. Donc on a toujours continué donc, de développer l'appli, toujours en interne, hein, sans penser à faire une boîte. Et on a rencontré Monsieur Macron en 2015. Alors ce qui était marrant, c'est qu'on l'a rencontré et qu'à l'époque, on n'avait pas de société, rien du tout, que dalle, une petite appli qui commençait à être sympa et se déployer dans différentes usines. Et il nous a permis en fait d'aller au CES à Las Vegas en 2016 avec lui. Et c'est là en fait où on a rencontré nos premiers clients. Donc du coup, ce qui était assez sympa, c'est qu'on a commencé à créer une société donc en mai 2016. Et aujourd'hui, donc l'application est utilisée dans plus d'une centaine de pays. Ça représente plus de 4 500 réseaux. Alors un réseau, ça va du LOSC, par exemple le club de foot, à des usines comme SKF, Vallourec ou Saint-Gobain, par exemple. Et l'application est dans une dizaine de langues et correspond aussi aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 4 millions d'heures d'intervention en fait. Donc voilà. Donc après entre 2016 et aujourd'hui, on est forcément passé par plusieurs étapes. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas la vocation à dire que notre produit il est parfait, mais on a juste un produit qui évolue en fait. Et c'est comme quand vous allez sur le Bon Coin, vous avez des mises à jour tous les jours, et au final, c'est transparent pour vous, mais ça paraît cohérent en fait. Et c'est ça qui, en fait, je crois, et le fait que Mobility Work a fonctionné. C'est pas forcément que le truc est parfait. C'est juste que ça évolue tout le temps et qu'on est dans une démarche de toujours essayer de comprendre le besoin des gens. Et enfin, je veux dire, par exemple, si moi je prends l'expérience que j'avais eue avec l'autre éditeur, le truc qui était totalement incohérent, c'est que par exemple, la formation pour le responsable maintenance, ça dure 1 semaine. Donc ça veut dire que pendant 1 semaine, votre responsable maintenance, il n'est pas à l'usine, il est formé sur le logiciel. Et c'est comme si je me disais, ah bah tiens, demain vous voulez utiliser LinkedIn, pas de souci, je viens chez vous, je vous forme 1 semaine sur LinkedIn. Enfin, c'est totalement incohérent en fait. Et donc voilà. Donc après, voilà, aujourd'hui, l'application, alors, était au début axée vraiment donc sur toute la partie, on va dire, gestion des interventions, planification de la maintenance, etc., etc. Et là, du coup, on est en train de vraiment être la première communauté de maintenance, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui échangent des pièces détachées. Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il y a 4 ans, tout le monde me disait que ça n'allait pas marcher parce qu'on n'allait pas pouvoir échanger des infos ou quoi que ce soit. T'es fou, je vais jamais savoir les gens vont jamais mettre en public les infos ou quoi que ce soit. Mais en fait, le problème, il y a plusieurs problèmes. Le premier dans l'industrie, c'est l'obsolescence.
C'est-à-dire qu'avant de parler de Gemao ou quoi que ce soit, parce que tout ce que je vous présente là, c'est pour ça que je vous présente pas Mobility, je me dis que si vous voulez l'utiliser, vous allez sur le site, vous enregistrez, il y a des millions de vidéos. Moi, mon boulot, c'est pas de vous vendre Mobility Work. Personnellement, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui est le but. Le but, c'est de vous faire comprendre que aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur l'industrie 4.0, c'est du pipeau en fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est très marketing. C'est-à-dire qu'on peut vous parler de capteurs, tout ce que vous voulez, ouais, c'est génial, etc., etc. Sauf que dans la vraie vie, quand vous êtes en maintenance, ouais, vous allez peut-être mettre des capteurs sur votre machine goulot. Alors déjà, vous n'avez peut-être pas le Wi-Fi dans votre usine. Après, vous n'avez peut-être pas le réseau automatisme. Donc après, il vous faut des informaticiens pour tout ça. Et en plus de ça, quand vous voyez le prix du capteur, même à 100 euros premier prix marché, si vous voulez le déployer sur l'ensemble des machines de votre compagnie, c'est compliqué déjà. Et après, une fois que vous allez redonner, il va falloir les analyser. Sauf que même si vous faites tout ça, vous serez toujours emmerdé par le climatiseur, la chaudière ou quoi que ce soit en fait. Et c'est un peu comme les années, alors c'est toujours l'exemple que je prends, mais je pense que ça parle très bien, dans les années 60. Tout le monde vous disait, ah, vous allez avoir des voitures volantes, etc., etc. À la place, vous avez eu Facebook et Le Bon Coin, quoi. Ben là, c'est pareil. L'industrie 4.0, on vous parle de capteurs, machine learning, etc., etc. Sauf que ce qui va vraiment changer dans la suite, là, c'est que les informations vont être beaucoup plus accessibles et vous permettre de prendre des bonnes décisions, tout simplement. Et c'est ça où c'est vraiment intéressant, parce que en fait, on est noyé aujourd'hui par tout ce qui est robots, capteurs, etc., etc. Alors que le gros problème de l'industrie, c'est le recrutement quand même. Et si vous prenez la maintenance, vous avez aujourd'hui 2 gars disponibles pour 10 postes. Et quand vous voyez les écoles, de moins en moins de gens dans la maintenance. Et le problème, c'est qu'on est en train de vous dire non, mais ça c'est pas grave, on va mettre des robots, on va mettre des capteurs, mais dans quel monde on vit, quoi? Et vous, c'est pareil, c'est comme les CV ou lettres de motivation. Enfin, je m'en reparlais ce midi, c'est une vraie plaie. Moi, je peux avoir un CV où dedans, j'écris que j'ai fait de la maintenance dans une fonderie pendant 3 ans. Pourtant, j'ai peut-être débouché des chiottes à longueur de journée. Ça veut pas forcément dire grand-chose, en fait. Et c'est là, en fait, où la maintenance, c'est comme plein d'autres métiers, vont commencer à devenir à subériser. C'est-à-dire que moi, peut-être que je suis un expert pour réparer une grenailleuse. Bah, si potentiellement, en fait, je me mets en freelance et que je choisis potentiellement, on va se dire, voilà, à chaque opération que je fais, je suis noté et je choisis pour qui je veux travailler, le volume d'heures que je veux travailler. Et chaque fois que je bosse bien, ça met en avant vers les gens qui ont la même machine. C'est une autre façon de voir la maintenance versus tu vas passer ta caisse et tu vas faire réparer tout et n'importe quoi dans l'usine, en fait. Et ça va être pareil pour tout ce qui est les intérimaires de prod. C'est pareil. Les gens vont choisir pour qui ils veulent travailler, quel volume, et selon s'ils sont bien notés, ils seront mis en avant. Et c'est ce qui va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années. Hein. Je veux dire, c'est sûr en fait. Et l'autre chose aussi, c'est dans la partie un peu plus logicielle, c'est que il y a 10 ans, il fallait acheter un ERP tout intégré. C'était le truc trop bien. Je fais CRM avec, ressources humaines, maintenance, prod. Je fais des millions de choses. Sauf qu'au final, c'est peut-être très puissant, mais j'en utilise que 0,5% parce que déjà, quand je l'utilise, je dois mettre un K dans une case. Je ne sais pas pourquoi, mais si je le mets, je sais que ça marche. Un truc incohérent, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, les gens vont commencer de plus en plus à prendre des petites applis métiers qui vont correspondre à leurs besoins et les connecter entre elles, en fait. Et donc, c'est-à-dire que l'ERP qui vous coûtait 800 000 euros, 1 million d'euros, plus toutes les sociétés de prestat qui vont avec, sont en train de se remplacer par des petits trucs à la Netflix avec des abonnements mensuels. Et c'est évident, en fait. Et je pense que l'industrie 4.0, ça en fait partie, en fait. C'est-à-dire que il faut réussir à se dire que les problèmes ne sont pas des problèmes de hardware ou de trucs, c'est des problèmes de management et de gestion du changement, en fait. Et c'est ça le vrai truc. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez à l'école. Alors, j'ai peut-être pas parlé de mon parcours, mais je pourrais peut-être en parler 2 minutes parce qu'il est assez marrant, je pense. À la base, j'ai fait un bac pro, un bac STI génie électrotech. Donc, j'ai eu mon bac au rattrapage. Et comme je ne savais pas quoi faire, j'ai refait le même bac. Comme ça, j'ai fait la fête pendant 1 an. Donc ça, c'était sympa. Après, j'ai fait un BTS maintenance. J'ai fait une prépa. Et après, j'ai fait une école d'ingé à Centrale Nantes en spécialité mécanique. Et ce qui est marrant, c'est que à partir entre le BTS et l'école d'ingé, j'ai fait 20 heures de maintenance. Et je n'ai trouvé aucune école, après le BTS, qui me parlait de maintenance. Et sauf que quand même, la maintenance, c'est pas le centre de coût de l'entreprise quand même. C'est quand même, faut plus le voir comme du profit, du gain. Si demain vos machines tombent en rade et que vous avez personne en maintenance, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez parler de TPM, TBF, tout ce que vous voulez. Hein. Le problème, il est différent. Hein. Et ben, c'est un autre problème. Donc, je vous mets des slides au passage, comme ça vous pouvez voir, même si ça n'a pas forcément rapport avec ce que je parle, mais c'est pas très grave. Je veux dire, je suis pas là pour présenter Mobility, donc je suis plus là pour parler, je pense, de l'industrie du futur ou autre. Et je pense que c'est peut-être là, ici, la chance que vous avez, c'est que dans cette IUT,
il est quand même encore axé, orienté maintenance, et malgré tout, c'est de plus en plus rare. Et s'il vous plaît, arrêtez d'aller voir les éditeurs de logiciels avec des cahiers des charges, etc., etc. Partez sur quelles sont les problématiques au besoin, comment je peux essayer d'y répondre, est-ce que je peux avoir un truc où les gens ne sont pas formés, ou rapidement, ok, bien sûr que je veux aller à Z, mais avant de passer à Z, il faut que je passe par B, et après il faut que je passe par A, et de faire les choses petit à petit en fait. Moi j'ai fait un cahier des charges pour ma GMAO, ça n'a jamais marché. Pourquoi? C'est pas que le cahier des charges n'était pas bon, c'est juste que les mecs avaient déjà du mal à se connecter sur une session Windows. Je pouvais faire tout ce que je voulais dans le cahier des charges, c'est compliqué quoi. Et si par contre vous leur mettez vers des choses qui leur rapprochent au quotidien, qui leur rapportent quelque chose, par exemple, alors je devrais pas trop parler du produit, mais je vais quand même en parler un peu. Truc tout con. Pourquoi aujourd'hui on a mis un flux d'actualité? Parce que c'est utilisé partout dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez un seul éditeur qui a un flux d'actualité? Bah non, c'est une liste d'OT, ah oui, parce que c'est vrai il y a tout ce qui existe en vocabulaire depuis 15 ans, les OT, les DI, les BT, etc., etc. Pour moi, c'est une tâche. Hein. Que ce soit une tâche, que ce soit un ordre de travaux, une demande ou quoi que ce soit, c'est une tâche. On l'a fait ou pas, mais c'est pareil, c'est le vocabulaire, il faut le changer à un moment donné. Et en fait, nous, on s'est dit, bah ouais, mais moi, ce que je voyais, c'est que les gens dans les systèmes, ils disaient, bah, je vais rentrer 2 heures là sur telle machine, personne ne le voit, c'est mis dans le système, mais de toute façon, c'est tellement compliqué d'aller chercher l'information que ça change, enfin tout le monde s'en fout. Le fait de faire un flux d'actualité, bah forcément l'information elle apparaît en premier plan à tout le monde et ça fait de la police en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si moi je mets une photo de moi tout nu sur les réseaux sociaux, tout le monde la voit. Donc je le fais pas en fait. Donc pourquoi est-ce que je mettrais un système de validation dans mon logiciel en disant telle demande doit être validée par tel responsable qui doit le renvoyer? Bah en fait, l'idée c'était plus de se dire voilà, si tout le monde peut créer de l'information et c'est le fait qu'elle soit disponible et accessible à tous qui va potentiellement changer la façon dont celle-ci va être associée quoi. Donc voilà, donc après c'est pareil, là ça fait une belle histoire. Après il faut savoir que ça s'est pas fait tout seul. Une bonne partie en fait de Mobility au début c'était quelques personnes, mais c'est aussi une équipe en fait. C'est-à-dire que pour réussir, parce qu'il y a quand même 5 ans, on était les tocards de la maintenance. Je me rappelle certains éditeurs qui ne sont pas là aujourd'hui, nous ont dit ouais vous êtes complètement fous, vous allez penser concurrencer des gens que ça fait 30 ans dont c'est le métier, etc., etc. Et aujourd'hui en fait ça s'est fait. Et pourquoi ça s'est fait? Parce que déjà chez nous il n'y a pas de commerciaux en fait. C'est-à-dire que les gens qui potentiellement présentent Mobility Work viennent de la maintenance. Et nous en fait quand vous vendez un produit à 30 € par mois, vous n'avez pas besoin de commerciaux en fait, parce que votre truc est moins cher qu'un relais thermique. Donc vous allez dire si le gars est pas prêt à mettre 30 € pour gérer sa maintenance, bah ouais, dans ce cas-là, c'est pas chez vous qu'il doit aller, quoi. Ah, je crois que... Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maintenance pour... Donc, et en fait, ce qui a fait le succès aussi de Mobility, donc c'est toute l'équipe et c'est tout ce qui est associé derrière, en fait. C'est-à-dire que, mine de rien, il a fallu trouver les bons développeurs. Alors c'est pareil, moi c'est un conseil que je donnerais à Karl, c'est-à-dire que par exemple, puisque c'est bien, et j'espère qu'on pourra échanger après, parce que du coup on aura l'occasion d'en parler, le gros problème que vous avez en fait, c'est que vous êtes sur des versions, là vous avez des versions 7.6, vous avez déjà des gens qui sont en interne, des fois des gens qui sont sur le cloud, et vous n'avez même pas de version où vous pouvez tester. C'est-à-dire qu'en gros, si je vais sur votre site web, je dois m'enregistrer, après on m'enverra un lien où je peux me connecter, alors que si je vais sur Amazon, imaginez si à chaque fois que je voulais acheter un truc, on me disait bah attendez, enregistre-toi, on te recontactera pour faire ton achat, j'en fais aucun quoi. Et le problème, c'est que pour vous, ce qui va être compliqué, c'est que vous aurez beau faire toutes les montées de versions que vous voulez, vous partez d'un existant avec des gens, avec des versions, et c'est très compliqué. Et je pense que vous devez avoir aujourd'hui de faire la bascule sur du vrai SaaS, quoi. Plutôt qu'une start-up qui va partir d'une feuille blanche, et c'est totalement différent en fait, quoi. Donc voilà, après, vous avez vu donc, les caractéristiques. Bah, voilà, donc Mobility Work, en gros, c'est une appli mobile. Ça peut se connecter à un ERP. Et surtout, ça vous permet de commencer à gérer vos pièces détachées et tout ça. Et ce qui est important aussi, donc sur l'obsolescence, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir intégrer toute la partie des constructeurs. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'estime que si j'ai une machine Goulot qui est sur un automate Schneider des années 80, l'automate il est plus maintenu, sauf que le jour où l'automate est en rade, je suis un peu dans la merde. Sauf que si je suis connecté automatiquement à Schneider Electric, je peux recevoir la notification qui me va bien en me disant attention, tel automate est plus maintenu, et forcément je change ma prise de décision en fait. Et c'est pareil. Alors c'est pareil, je crois que la plus belle connerie des logiciels industriels qui existent, c'est les nomenclatures et les arborescences. Imaginez le Bon Coin si vous alliez sur une arborescence. Alors je vais sur Strasbourg, ligne des commerces, bijouterie qui propose un collier à 50 €.
versus je vais sur Google, je cherche un colis à Strasbourg. C'est totalement une hérésie, quoi. C'est-à-dire que dans la vie perso, dans la vie perso, on n'utiliserait pas ça, mais dans la vie pro, on s'autorise en fait. Donc voilà. Après, petit aparté aussi, nous on recrute entre 3 et 5 personnes tous les mois en ce moment. On est en pleine progression et on a des locaux assez sympas à Paris dans le 8e. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés par quelque métier que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. On sera très ravis de faire de l'innovation et jouer au baby-foot et essayer de péter un peu cette maintenance qui existe depuis 30 ans, parce qu'il y a des trucs super sympas à faire. Donc il y a peut-être des gens qui ont des questions. Je sais pas. Alors, je suis désolé pour l'ensemble des gros mots que j'ai dit, mais ça donne tellement plus de vie au discours, je trouve. Alors après, voilà, ceux qui veulent voir Mobility, hein, vous connectez, vous allez sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs. C'est pas le but. Est-ce qu'il y a une question ? Merci. Des questions ? Alors moi j'aime bien les francs-parler, hein. Enfin, tout le monde le sait bien. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au cours d'un salon. Je lui ai dit j'ai 3 minutes puisque j'anime des conférences. Parle-moi de Mobility Work. Au bout de 2 minutes, j'ai dit oui, c'est bien. Moi ça me va. Et donc le concept est vraiment intéressant parce que souvent on me pose la question qu'est-ce que tu utilises comme GMAO avec tes étudiants ? Moi je repose la question laquelle voulez-vous que je prenne ? Donc, pourquoi cette question ? Parce que très souvent, j'essaie d'expliquer, y compris avec certains de mes collègues, hein, pas de la maison, mais j'essaie d'expliquer que je veux expliquer ce qu'est un traitement de texte et non pas ce qu'est Word version 3025 ou je ne sais pas quoi. C'est de comprendre ce qu'est une gestion de maintenance. Et aujourd'hui, quand on prend un logiciel de GMAO, il faut déjà faire les yeux doux aux informaticiens, parce que si, parce que ça. Je pense toujours à Cédric, parce qu'ils ont galéré pendant combien ? Voilà, 13 ans pour réussir à se mettre d'accord et à faire le choix d'une GMAO. Vous avez pris Excel du coup ? Ah, vous avez pris quoi ? Et donc, je lui disais, si l'informatique essaye de trouver des excuses, à mon avis, vous allez avoir un ERP. Et la réponse était oui. J'ai dit, bon, ben voilà, cherche pas. Bon. Et donc, c'est souvent ça. Et on oublie le côté opérationnel. On verra un peu plus tard une présentation de Jean-Yves Bayer sur QuickBrain, qui est une approche vraiment intéressante aussi. C'est en amont encore de la GMAO. Mais effectivement, aujourd'hui, on en est là. Alors, ce qui est intéressant dans son approche, c'est le partage. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'on a tous les mêmes équipements. Et donc, si j'ai un souci sur un Leroy Sommer, je suis sûr que quelqu'un dans la salle a déjà eu le même souci. Pourquoi ne pas partager ? Alors évidemment, il y a des freins. Les fournisseurs, ils n'aiment pas ça. Parce que, c'est sûr que nous, au final, les premiers qui nous ont attaqués, potentiellement, c'est les fournisseurs. En fait. Bon. Mais c'est logique après, parce que. Mais en fait, c'est aussi un gros problème. Si vous prenez, par exemple, tout ce qui est les matériels roulants, les ponts, si vous prenez le coût d'un moteur il y a 10 ans, le coût d'un moteur il y a 5 ans et le coût d'un moteur aujourd'hui, pour le même moteur, si vous regardez la progression de prix, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, acheter un équipement, c'est pas forcément ce qui coûte plus cher. Par contre, le prix des composants est en train d'augmenter. Et ce qui fait que les gens, en fait, de maintenance se retrouvent avec toi, tu as tel contrat de maintenance à tel coût, toi, telle pièce, tu la payes tel coût, et il n'y a rien qui est défini, si ce n'est la tête du gars, en fait, plus ou moins. Et ça devient un vrai problème, en fait. Et ça fait partie des choses où au début, quand les gens se disent « Attends, s'il y a un réseau social, ça veut dire que les gens vont pouvoir échanger des informations, et ça veut dire que du coup, tu remets à quelque chose de point de vue d'autre, quoi. » Mais après, c'est ça le but aussi. C'est qu'à un moment donné, le pouvoir, il faut mieux le donner aux gens de maintenance qu'aux gens qui définissent les prix de base, en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi, par exemple, avec les télés, hein, c'est pareil. Hein. Quand vous êtes sur Amazon, vous voyez la note d'une télé, la télé peut être très mal notée. Alors forcément, le mec, il n'est pas content. Mais après, c'est de son devoir de se dire, ouais, mais peut-être que si je discute avec la personne qui a mis une mauvaise note, peut-être que du coup, je vais réussir à dire, bah, en fait, ok, ça va pas, bah, qu'est-ce que je peux améliorer demain, en fait. Bah, c'est le même principe, en fait. Exactement pareil. C'est comme un de mes comptes. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que les éditeurs de GMAO, il y a 4 ans, ils disaient non, mais c'est les réseaux sociaux, etc. Oui. Nous, on est des éditeurs, on connaît, on va vous amener vos 80 fonctionnalités, tout est déjà prévu, on a tel package, on a la version X.3.6, on a la version mini machin. Enfin, ou alors la plus belle connerie qui est en train d'exister, le BIM. Alors le BIM, ouais, on va faire des trucs sympas. Mais avant de parler de BIM,
Essayez de savoir ce qui se passe au quotidien dans vos usines. Et c'est pareil, quoi. C'est exactement pareil. Il va falloir modéliser les modèles 3D, l'intégrer, etc. etc. Enfin, je sais pas, les gens ne se rendent pas compte dans quoi ils se lancent, en fait. Enfin... Mais comme tu disais, je te passe la parole. La maintenance, un centre de coût, ça fait très longtemps que l'on entend ça. Un directeur industriel me disait, de toute façon, pour moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça restera toujours un centre de coût, c'est toujours cette colonne de coûts. Alors j'ai dit, je vous fais une proposition, vous mettez le budget maintenance à 0 et vous observez la colonne des coûts. Et on en reparle après. Et puis ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est pas important au final, ça reste que des applicatifs. Que vous preniez Mobility Work, Carl, Cosquin, ce que vous voulez. C'est même pas ça la question. La question, c'est que c'est du management et de la culture, en fait. Et si les gens, demain, ne voient pas l'intérêt de potentiellement partager des informations entre eux pour pouvoir dire « Ah tiens, l'équipe de matin a fait ça, etc. etc. » C'est même pas une histoire de paramétrage. Ça sert à rien. Il faut qu'avant de dire « Je fais tout un accompagnement et je vais changer, mettre un outil de maintenance », il faut savoir, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on gère ses stocks aujourd'hui? Les gens disent « C'est pareil, moi je vais améliorer la gestion de mes stocks ». Non mais déjà, avant de faire les jeux, fais du 5S. Souvent, dans les boîtes, c'est 10% de stocks qui sont sur des machines qui n'existent même plus, qui sont là, qui sont stockées, qu'on a en immobilisation, qui ont un coût, mais tu peux mettre n'importe quel ERP pour faire ta gestion de stock. Le résultat, il sera le même. Tes pièces, elles seront toujours là physiquement, et tu pourras faire, si tu fais pas le rangement, etc., etc., et là, c'est de la culture. C'est pas ton logiciel qui va te dire, attention, cette pièce, il faut que tu la jettes. Hein. C'est du bon sens à un moment donné. Ouais, merci Marc-Antoine, merci beaucoup pour ce témoignage. Je sens moins seul, donc je le remercie beaucoup d'avoir cette approche-là et de le dire. Je suis actuellement victime d'un cahier des charges rédigé par un alternant sur une GMAO. Je voudrais en parler. On a dû remplir 269 lignes avec toutes les fonctionnalités. Et il n'y a pas une ligne sur comment est organisée la maintenance, qui l'a fait, quelles sont les compétences disponibles sur site, quels sont les objectifs qu'on se fixe. Voilà. Et je réponds à ça parce que c'est l'exercice imposé, mais on sait très bien où va aller le projet. Ça va être encore un de plus qui va être ce dont a parlé Marc-Antoine. Mais après, les cahiers des charges, c'est une vraie plaie quand même. C'est-à-dire qu'en gros, je veux dire, les cahiers des charges, on se dit, on va définir les besoins, etc. Mais avant de parler de cahier des charges, ouais, voilà, des fonctions. Enfin, moi, je me rappelle, sur le soft que j'avais, il fallait, pour faire un plan de maintenance, alors, autre truc, on avait payé 2 journées de formation à l'époque, parce qu'on n'arrivait pas à mettre des plans de maintenance. Donc, on se prend 2 journées de formation, etc., etc. Au bout de 2 jours, on ne savait pas faire une opération planifiée tous les mercredis. Vous imaginez quand même, et il fallait faire, il faut prendre les équipements qui ont la même fonction. Alors une fonction, c'est quoi pour un équipement? Ah oui, alors pour un moteur, ça va être tourné. Ah bon? Et pour ça, ça va être ça. Donc tu prends tous les équipements qui tournent, et on va créer... Enfin, quand j'utilise un truc redondant sur Outlook ou sur Google Agenda, je choisis mon truc, je mets la récurrence, et c'est fini. Monsieur Carl, bonjour. Merci Marc-Antoine. Non, je souscris à pas mal de choses et je pense que Carl n'a jamais trouvé dès le départ que l'approche réseau social pour la maintenance était intéressante. En fait, la question que je me pose, au-delà des éditeurs, etc., parce que c'est pas le sujet là, c'est de dire dans votre pratique, dans ta pratique avec ton entreprise et les sociétés que tu rencontres, c'est que ça interroge quand même plutôt effectivement ceux qui font les cahiers des charges, qui sont pas forcément nous, ni Mobility, ni Carl, mais aussi la pratique de maintenance qu'on cherche à mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est un problème de gestion, c'est-à-dire les gens veulent gérer la maintenance avec une certaine forme de traçabilité. Et donc, est-ce que tu arrives à convaincre certains de tes prospects ou clients qui peuvent se passer de cahier des charges et que la première chose qu'ils doivent voir, c'est pourquoi ils font de la maintenance? Nous, de toute façon, le sujet il est simple. Si on a un cahier des charges, on n'accepte pas. Déjà, ça c'est le premier truc chez nous. Deuxième truc, c'est on fait une démo, on leur prend toutes leurs données, on les intègre dedans et ils testent gratuitement. Et c'est pas, moi je me dis, vous allez voir qu'en fait, si vous vous connectez, il n'y aura pas de paramétrage, il n'y aura rien. Et après, la question, ce qui nous plaît directement, c'est que les gens, ils voient qu'il n'y a pas de formation. Et c'est ça. Et en fait, ce qui fait que les gens, basculent chez nous, par exemple, par rapport à chez vous, je parle en étant très neutre, hein, je ne sais pas trop, et je parle sous le contrôle de... Parce qu'on ne va quand même pas rentrer dans des conflits politiques, même si ça pourrait être marrant, Non. et que je m'en ferais un plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, ce que je veux dire, c'est ce qui intéresse nous aux gens, c'est que à la base, quand on a sorti Mobility Work, déjà à la base, on voulait pas faire de société, ça c'est le premier truc. Deuxièmement, en fait, on pensait à attaquer que des petites boîtes, en fait, parce qu'on s'était dit les grands groupes, la grosse structure, 3 mois de achat. Et ben en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est les grands groupes qui sont venus utiliser Mobility Work. Et pourquoi ils sont venus chez nous? La raison, elle est simple, c'est que les gens
veulent faire de l'innovation. Et pour faire de l'innovation, il faut réussir à se dire je vais travailler avec une start-up. Je ne suis plus dans une relation achat-fournisseur, c'est-à-dire que c'est con, mais aujourd'hui je pense que c'est un peu le cas que j'avais avec Coswin, c'est on achetait un truc, il nous faut ça, et demain il faut une nouvelle version, etc. Nous c'est vraiment, on est là pour éditer, pour essayer de répondre aux besoins des gens de la maintenance. D'accord, mais ça c'est, pardon, juste pour la question que je posais, ça c'est le cas parce que Mobility Work est une start-up et ça t'a bien expliqué les notions d'héritage, je ne reviens pas là-dessus, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens puissent parler, parce que là, la maintenance est un métier de connaissance, et donc l'idée d'un réseau social et de partage est effectivement quelque chose de très important, mais il n'empêche, je voulais vous poser la question à vous aussi, monsieur, qui avait posé la question précédemment, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez mis un alterlon pour écrire un cahier des charges ? Enfin, voilà, c'est qu'est-ce qui emmène les sociétés à organiser la gestion de la maintenance comme ça? Mais après, je pense que c'est même pas que la maintenance. Hein. Je pense que tu prends par exemple l'achat d'un logiciel de ressources humaines ou ce que tu veux en fait. C'est ça le truc. Non, parce que ressources humaines, on voit que Salesforce, ça fait le même. Ouais, peut-être. Peut-être que ressources humaines, c'est pas le bon exemple. Mais tu prends un ERP ou un autre type, ça reste la même chose. Je veux dire, pour une certaine catégorie d'applicatifs, les gens, je pense, ont ce fonctionnement-là de 20 ans. Mais après, ça dépend aussi, c'est culturel. Là, on parle de ça en France, mais si tu prends en Chine. Tu n'auras pas de cahier des charges, ils sont tous sur le mobile, ils vont télécharger l'appli, ils vont trouver ça bien. Ou le Bahreïn, en ce moment, le Bahreïn, je peux en parler parce que c'est un pays qu'on connaît plutôt bien. C'est pareil. J'utilise mon application, je teste, je trouve ça génial, j'y vais. Et c'est culturel aussi. En France, on est passé du papier à ouvrir des sessions Windows, à faire ça, etc. Et les autres pays, eux, passent de rien du tout à... le saut, il est culturel aussi, en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est que les techniciens de maintenance sont un peu terrorisés face à l'informatique, donc ils n'osent pas finalement vraiment exprimer le besoin, ils se sentent obligés. Mais utilisateurs de smartphones tous les jours. C'est ça que quand même assez mais terrorisés par le service informatique de leur entreprise. Je parle pas de l'informatique au sens large. Ou je pense même l'applicatif industriel en fait. Je pense qu'ils sont terrorisés par l'applicatif industriel et pas forcément par l'informatique ou la... Oui, il n'y a pas que les maintenanciers qui sont terrorisés par les systèmes informatiques et les services informatiques, donc on les contourne. Jean-Yves, quand on s'est rencontrés, donc lui, il travaille en amont du GMAO, et tu me corriges, Jean, il me disait, il y a ça y est, je cherche le mot en français, misunderstanding, incompréhension entre le bureau d'études et les opérationnels. Le bureau d'études disait, sur le plan, ça c'est une fonction pompe. L'opérationnel disait, oui, c'est une fonction pompe, mais celle-là, c'est du fluide chargé, là, c'est du fluide clair. Donc c'est quoi comme pompe ? Mais non, je te dis que c'est la fonction pompe. Il dit, oui, mais c'est quoi comme pompe ? Qu'est-ce que je dois avoir en pièces de rechange ? Et on en était là. Et souvent, il y a cette incompréhension. Alors, comme tu disais, il n'y a pas d'école d'ingénieur en maintenance en France. Une école d'ingénieur en maintenance, c'est une option de 5e année, puisqu'il y a on le sait bien, il y a des usines qui ont pris l'option défaillance et d'autres pas. Donc on prend l'option maintenance en 5e année. Mais c'est culturel dans notre pays, c'est comme ça. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, oui, si, nous on fait des formations ingénieurs en maintenance. Oui, ok, je parle de formation publique, je sais parce qu'on m'a corrigé l'année dernière. Donc cette année, je le dis. Ben non, parce que culturellement, il n'y a pas. Et donc aujourd'hui, on entend encore, je suis désolé, ça a encore été conçu par un ingénieur. C'est quand même fou. Eh ben, il y a bien une raison à ça. Comment voulez-vous qu'un ingénieur... Comment un ingénieur peut intégrer la maintenance à la conception si on lui a jamais parlé de maintenance ? Il y a un autre sujet aussi qui fait que, ça répond à la question de tout à l'heure, c'est que si tu prends en fait Le Bon Coin, tu arrives à créer une annonce en 3 clics, un nom, une description, une photo. Aujourd'hui, alors je te pose la question côté Carl, combien de champs faut-il remplir pour créer un équipement ? Et combien, si tu as un moteur avec une tension d'intensité et si tu as un malaxeur avec un couple ou ce que tu veux, enfin... Le problème, moi je ne connais pas encore la nouvelle version et je ne veux pas juger, etc. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui est un des freins en fait, aux gens, c'est d'arriver vers un système avec 70 champs à remplir et tu dis, tu as 900 machines avec 70 champs à remplir. Et là, bon courage. Et c'est là où c'est un des freins et c'est l'expérience utilisateur qui est un... On ne va pas discuter sur nos produits respectifs. Mais c'est intéressant, je veux dire, c'est là où c'est intéressant en fait. Ce qui est vrai, ce qui est notre cas, je crois que c'est à peu près, c'était un petit peu avant Mobility Work, mais c'est dans la même philosophie, c'est que la plupart de nos usagers techniques et opérationnels, nos utilisateurs, qui sont quand même la grande masse de nos utilisateurs, aujourd'hui, ils utilisent à 70% des produits mobiles. Et donc effectivement, si on parle de l'outil de gestion qui a été pensé pour les gestionnaires,
pour un tas de raisons, parce que principalement c'est eux qui les achètent. Voilà, c'est d'où ma question de tout à l'heure. Et si on s'intéresse à l'outil mobile, effectivement, il a quasiment 0 champ à remplir. Si on s'intéresse à l'outil de gestion, il a plein de champs à remplir. Et le technicien de maintenance, on est d'accord, aujourd'hui, on le met à disposition des outils mobiles où il a très peu de choses à remplir. Et c'est lui qui est important. Je donne... Tu as donné le retour d'expérience, mais qu'est-ce qui nous a emmené, nous, à créer des outils mobiles, sans parler de miniaturiser des GMAO, parce que ça, c'est la mauvaise approche. C'est qu'un jour, on a analysé l'ensemble de nos bases clients, et on a vu que 80% des comptes rendus contenaient à peu près RAS, voilà, grosso modo. Pompe HS. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne servait pas, alors que c'est notre cœur de métier, hein, nous on n'est pas un ERP, ça veut dire qu'on n'avait pas la connaissance technique qu'on promettait de mettre dans nos bases de données. Donc c'est ce qui nous a emmené à dire, il faut en fait que ceux qui ont la connaissance technique puissent la renseigner le plus rapidement possible. Donc je te rejoins sur ce problème-là, hein, c'est un vrai sujet. Après, je pense que par rapport à ta question que tu avais tout à l'heure, en fait, nous les gens, si on prend Carl ou Mobility Work, la différence c'est que les gens qui vont venir chez nous sont des gens qui veulent du déstructuré, rapide, très simple, etc. Et du déstructuré. Des gens qui viendront pas chez nous, qui iront chez vous, sont des gens qui veulent des trucs très très structurés et où qui remplir une trentaine de champs n'est pas un problème. Et c'est une question en fait, c'est une question culturelle. Voilà, si ça fait 30 ans que tu fais des systèmes structurés, si tu faire la gap du déstructuré n'est pas si simple. Même s'ils utilisent Google tous les jours qui est déstructuré, je pense que la différence entre nos solutions est en partie là-dessus. C'est-à-dire que pour ça que il y a tout un ensemble de choses que nous on fait pas, pour moi peut paraître lourd et qui pour vous peut pas paraître bien par rapport à la structure de votre produit, mais voilà, c'est pas du tout le même type de choses. Et je pense que la différence entre nos produits, elle est essentiellement là en fait. Bon, ceci dit, avec Carl Touch, c'est quand même les premiers à avoir facilité le compte rendu d'intervention, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est négligé, le RAS est habituel, sachant que dans une gestion de maintenance, c'est quand même un élément clé. Je précise que Karim a des actions chez Carl. Hein. Non, même pas. Pas encore. Mobility Work non plus, donc je me mets au milieu. Ouais, voilà. Nous, il n'y a pas d'action, nous. Et donc, souvent, ce qui est négligé, c'est le compte rendu d'intervention, alors qu'en fait, les historiques techniques et l'historique des coûts, le tableau de bord, il est construit à partir de ça. Donc, à un moment, on peut poser la question, mais j'ai déjà vu, je suis désolé, des responsables maintenance afficher des MTBF avec 3 chiffres après la virgule. Alors, ceci dit, ça, c'est un très bon exemple. C'est pareil, les indicateurs maintenance. 3 chiffres après la virgule, je dis, mais tes gars, ils le remplissent à combien après? Si c'est au quart d'heure, sois heureux. J'ai un sujet là-dessus qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'à l'école, on vous apprend à faire des Pareto, c'est bien beau, etc. Dans la vraie vie, les Pareto, c'est inutilisable. Et pourquoi? Me casse pas la baraque, toi. Pourquoi c'est inutilisable? Parce que ça veut dire qu'il faut que potentiellement l'ensemble des causes ont été définies dans des familles, que je puisse analyser, etc. Sauf que le mec qui met pompe HS, qu'on a dit tout à l'heure sur la GMAO, il n'a pas catégorisé en fait. Non. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a arrêté de faire tout ce qui est Pareto, etc., mais en fait, on fait de l'analyse de mots. Et en fait, les mots qui sortent les plus correspondent à des besoins. Et c'est ça, en fait, nous, nos trucs, c'est pas de dire on n'est pas là pour copier les autres ou quoi que ce soit. On essaye de prendre un truc, parce que j'ai fait des études de maintenance qui existent en maintenance, qui est bien beau dans la réalité, sur le côté scolaire, mais qui n'existe pas dans la réalité. Et on essaye de voir comment on peut trouver l'alternative en fait. Et si vous prenez tout ce qui est MTBF, taux de défaillance, etc., alors là, tous ceux qui font des cahiers des charges vous disent je veux calculer le MTBF, je veux calculer le taux de défaillance, etc. Et non mais si tu veux calculer un vrai MTBF, tu connectes tes machines. Tu ne demandes pas à un mec d'aller saisir dans un système 18h42, début de la panne, 18h55, fin de la panne. Enfin, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Si je veux gérer ma maintenance, je prends un applicatif de maintenance. Si je veux gérer mon TRS ou mon MTBF, dans ce cas-là, je connecte mes machines. À un moment donné, est-ce que je préfère avoir un mec qui fait du papier et qui marque tous les jours les temps d'arrêt et quelqu'un qui le remet dans un fichier Excel et qu'après on lui dise regardez, on est à 80% de taux un super TRS. Alors que la réalité, ok, c'est bien que tu as un TRS de 80%, c'est bien, mais quelle prise de décision ça te donne en fait? Et pour tous les indicateurs, vous pouvez avoir 10 millions d'indicateurs. Quelle prise de décision ça vous prend en fait? Et oui, c'est ça le problème de l'industrie 4.0. On est trop dans ce truc. Eh bien, c'est ce qui apparaît dans le document Osons l'industrie, hein, donc le document qui s'appelle La maintenance des métiers d'avenir. L'objectif, c'est que le responsable maintenance ne passe pas son temps. Aujourd'hui, en étant généreux, c'est 1/3 de son temps de voie Excel, à bidouiller on ne sait pas quoi.
Bah non, son rôle, c'est d'animer les équipes. Il y a ça aussi. J'achète un logiciel, je l'exporte dans Excel, je fais mes indicateurs, et regardez, le logiciel que j'ai acheté 600 000 euros, à la fin, je fais un PDF sous Excel parce que Première question, est-ce que le logiciel accepte les imports-exports Excel? La réponse est oui. Ah, votre logiciel m'intéresse. Bon, pour pas le nommer, l'ERP principal, très souvent, ça marche comme ça. C'est-à-dire que chaque année, quand on parle d'ERP, on pose la question, avez-vous la béquille Excel? La réponse a toujours été oui. Je vous invite à vérifier les conférences des années d'avant. Et donc, on a la vraie gestion de maintenance dans son tiroir ou dans son fichier, et puis l'officiel qui est dans l'ERP. Bon, c'est comme ça. Et voilà, je pense que vous êtes d'accord, vu vos sourires. On se retrouve avec ce genre de situation, alors qu'en fait, c'est censé être là, AO, assisté par ordinateur. Souvent, je dis, faites déjà une gestion de maintenance. On verra après le AO. Oh, puis ce ne sont que des applicatifs. Il faut vraiment comprendre ça. S'il y a un truc qu'il faut retenir de mon intervention, c'est même pas tout ce que j'ai dit. Ce ne sont que des applicatifs. C'est de l'humain avant tout. Et je peux vous présenter un super truc qui dit waouh, c'est génial. Si culturellement les gens sont pas prêts, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Oui, Julien. Ah, j'entends pas. Allô. Allô. Il t'enveille le micro. Il faisait la sieste. Une petite question plus sur le logiciel. Ouais. Moi, je suis technicien de maintenance. J'ai une GMAO de 97 qui est installée qu'on n'utilise pas. C'est bizarre. Alors ça, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est parce qu'elle est un peu compliquée à utiliser, peut-être. Ouais. Du coup, je suis fortement intéressé par ce type de produit. La question, c'est comment je peux aller voir l'expérience d'un autre facilement sur ton outil. Par exemple, j'ai une machine, j'ai une marque, comment ça marche? Il y a deux cas, c'est simple. En fait, tu tapes Mobility Work sur Google. Sur la première page, tu as planifié une démo. Tu cliques dessus, tu auras un lien après pour te connecter. Tu vas pouvoir avoir une démo pendant 1 heure qui va répondre à toutes tes questions. Après, à la fin de la démo, tu peux nous envoyer tout ton historique, tout ce que tu as, les plans de maintenance, les pièces, les fichiers équipements, tout ce qui existe aujourd'hui. Parce que même si tu as une GMAO qui n'utilise pas, je suppose que tu as un fichier Excel qui tourne avec un ensemble de données. Enfin, souvent, en général, c'est ça. Ouais, j'en ai un à moi perso. Tu nous le donnes. Nous, on l'intègre dedans. Souvent, c'est assez rapide. Enfin, ça prend moins d'une journée. Ça dépend de la volumétrie, mais souvent, c'est moins d'une journée. Après, on donne un identifiant, tu testes, tu regardes, tu commences à gérer ton truc. Si tu as des questions, tu as un support en ligne qui te répond très facilement. Tout est du chat. Et voilà, c'est tout. Bon, tu m'as bien grillé parce qu'un étudiant me dit c'est vrai que le Pareto, ça ne sert à rien. Il va falloir que je rattrape tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment le voir comme... quand tu vas aujourd'hui t'inscrire sur LinkedIn, t'as personne qui vient te voir. Non. Mais là, c'est pareil. Pourquoi quelqu'un devrait venir avec sa petite valise dire regardez, c'est Mobility Work. Aucun intérêt, quoi. Que tu testes toi-même et que tu aies des vraies questions techniques, voilà. C'est ça l'essentiel pour nous, quoi. Bon, je ferai ça ce soir alors. Merci. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, si tu veux, après on peut en discuter. Je veux dire, c'est intéressant après, même parler, même pas que de mobility, mais c'est toujours intéressant d'échanger après. J'étais venu te voir l'année dernière, mais tu n'avais pas pu venir, donc j'ai de la chance cette année. Ouais, parce que comme Karim avait pris des actions chez Carl, j'ai hésité, tu vois, je me suis dit... Ça fait 2 jours qu'il me pose la question, est-ce que j'y vais ou pas, tu vois. Merci. Alors, très bien, merci beaucoup. Il y a encore une question. Il y a encore une question devant. Pardon. Moi, j'ai 2 questions, en fait. Je ne veux pas casser l'ambiance. C'est des questions qui portent sur la sécurité des données. Oula, attention. Je voulais savoir que par rapport aux différentes problématiques qu'il y a eu avec les différents réseaux sociaux publics, quelle est votre politique et votre business plan par rapport aux données personnelles Ce qui est important, c'est que déjà, toutes les données qui sont là-dedans, c'est écrit dans la confidentialité de l'entreprise. Tout vous appartient de A à Z. Je ne suis pas du tout propriétaire. Je ne peux pas utiliser vos données sans votre accord ou quoi que ce soit. Et ça, c'est primordial parce que les données personnelles, c'est une chose, mais là, on parle quand même de process industriels. Donc, on est sur des machines avec des procédés, etc., etc. Donc ça, quand même, malgré tout, il faut quand même que les choses soient claires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les grands groupes avec qui on travaille depuis 3 ans nous ont fait passer toutes les audits et certifs qui, du coup, en termes que ce soit l'RGPD ou toutes les normes ISO, c'est pareil. Du coup, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, la question, c'est quand même que si les gens rejoignent un réseau social, c'est quand même qu'ils sont là pour échanger. Alors que tu peux quand même choisir de A à Z ce que tu partages, parce que c'est pas non plus open bar. Regarde, je viens d'acheter une ligne à 10 millions. Tu peux rappeler. Mais ce qui est important, c'est que quand tu es emmerdé, de toute façon, tu n'es jamais emmerdé sur une machine à 1 million. Tu es emmerdé sur une pompe, un capteur, un moteur, qui va être du commun que tu vas retrouver après, en fait. Et c'est ça aussi la différence. C'est-à-dire que... Et puis l'autre truc aussi sur la confidentialité,
C'est qu'on peut te dire, en fait, t'inquiète pas, tout est confidentiel, mais c'est comme quand tu achètes une machine. Le constructeur, il te dit en offre, tu sais que telle machine, on l'a mis là-bas, là-bas, là-bas. Et en fait, c'est un vrai faux problème, en fait. Mais c'était le problème qu'il y avait il y a 3 ou 4 ans, tu vois. Il y a 3 ou 4 ans, quand j'ai lancé le truc, on me disait, mais t'es malade, la confidentialité, les gens vont jamais partager, quoi, en fait. Sauf que tout le monde a les mêmes problèmes, et que souvent les constructeurs te disent, bah oui, mais non, vous êtes les seuls à l'avoir. Sauf qu'en fait, il y a 10 personnes à côté qui ont les mêmes problèmes, en fait. Mais c'est un vrai sujet, après. Hein. C'est un vrai sujet, malgré tout. Mais voilà, il n'y a pas de... Après, c'est comme la banque, hein. C'est pareil, hein. Tu vois, tout est donné sur Snowdlock Cloud. Hein. Ils sont pas, je pense pas que ton argent est sur ton matelas. Les politiques bancaires et les politiques des réseaux sociaux publics sont pas tout à fait les mêmes. Ouais, mais nous, on n'est pas trop un réseau social public, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même... c'est pas gratuit, tu vois ce que je veux dire. C'est ça aussi la différence. C'est-à-dire que si Mobility Work était gratuit, ça veut dire qu'il y aurait forcément une autre utilisation des données. Là, c'est pas le cas, en fait. Les gens payent. Donc si les gens payent, forcément, l'utilisation est différente. Ok. Si tu payais Facebook, je pense pas que Facebook utiliserait tes données de la même manière, en fait. À voir. Non, mais ça se débat, mais parce que là c'est un plus gros volume, mais tu vois, sur la base d'entrée, ça serait ça en fait. Donc c'est là aussi où... Très bien, merci beaucoup. De toute façon, Marc-Antoine est encore là, on pourrait le discuter un avec mois lui, du coup. Si vous... Voilà, maintenant que je le lâche plus. Merci beaucoup. Merci à vous.